Le sable n'arrêtait jamais de bouger. C'est la seule chose que nos patrons, les architectes et le marketing n'ont jamais su comment présenter dans leurs brochures. On peut couler du béton sur le désert et dresser des tours de verre étincelantes pour donner l'impression qu'elles viennent tout droit d'une autre planète. On a construit des îles artificielles en forme de palmiers, criant à la 8e merveille du monde. Mais le désert ne négocie pas. Il ne signe aucun contrat. Et aujourd'hui, on voit bien sur le terrain, le sable reprend ses droits, physiquement et économiquement. Ce n'est pas une simple métaphore. C'est la réalité aux limites de nos chantiers les plus fous. Le sable s'infiltre entre des tours censées déborder de vie, mais rester désespérément vides de tout habitant. On le voit dans ces quartiers spectaculaires vus du ciel, mais d'un calme plat et angoissant quand on y travaille au quotidien. Le désert reprend sa place, et la question que notre direction refuse de se poser, c'est de savoir si la ville a encore l'énergie pour l'arrêter. Pour comprendre ce qui se trame vraiment dans les coulisses de ces chantiers du futur, restez avec nous et abonnez-vous à notre chaîne. Nous pistons les failles que nos patrons et le marketing refusent de vous montrer. Commençons par un problème qui ressemble à une mauvaise blague, mais qui est bien réel. Dubaï a un problème de tempête de sable que nos promoteurs ont tenté d'étouffer pendant des années. Ce n'est pas parce qu'elles sont rares, loin de là. C'est notre réalité saisonnière dans tout le Golfe. Mais l'ampleur des dégâts sur les bâtiments vides ou négligés durant les saisons de tempête est devenue ces 5 dernières années carrément alarmante pour mes collègues ingénieurs de chantier qui acceptent d'en parler en coulisses. Les systèmes de protection de nos tours exigent un entretien constant. Le genre d'entretien possible uniquement si la tour est habitée, si les charges sont payées et s'il y a un propriétaire clairement identifié pour signer nos bons de commande. Dans les tours abandonnées à leur sort, et croyez-moi, il y en a bien plus que dans nos rapports officiels, le sable s'infiltre partout. Toujours. Avant de parler de ces bâtiments, comprenez comment on en est arrivé là, à voir le désert menacer notre propre travail. Car cette histoire ne commence pas avec le sable. Ça commence avec une ambition démesurée qui nous poussait à construire si vite qu'on en a oublié de prévoir ce qui se passerait une fois le carburant épuisé. À la fin des années 90 et au début des années 2000, nos dirigeants ont pris une décision inédite. Construire non pas pour les habitants actuels, mais pour ceux qu'on espérait attirer. On ne répondait pas à un besoin, on créait le besoin par le spectacle. On n'a pas bâti le Burj Al Arab parce que les riches touristes manquaient de lits. On l'a fait pour leur faire croire que notre ville était la destination où il fallait absolument aller. On n'a pas créé la Pan Jumeirah pour loger des gens. On l'a façonné pour envoyer un signal mondial pour que tout le monde se demande quel genre de fou réalisait de tels exploits. Toute notre ville n'était qu'une immense campagne publicitaire faite d'acier et de béton, lancée de 2003 à 2008, puis relancée de 2012 à 2019. Et ça a marché. Le spectacle a attiré l'argent qui a financé d'autres projets fous. On voyait arriver des investisseurs, des expatriés, attirés par le zéro impôt des multinationales. Tous venaient s'installer dans une ville qui semblait s'affranchir des lois de la physique et de la gravité. Notre horizon est devenu le plus photographié de la planète. Pour une ville de cette taille, ce n'est pas un hasard. C'est le fruit d'une stratégie délibérée et extrêmement coûteuse qu'on nous a imposée. Mais ce genre de plan a une faille majeure. Pour que ça fonctionne, on est condamné à faire toujours plus grand, toujours plus spectaculaire. Dès que le spectacle stagne, le public s'en va. En 2019, bien avant la pandémie, et c'est un point crucial, nos rapports internes montraient déjà qu'on touchait à nos limites physiques. Le taux de vacances dans nos grands quartiers grimpait. Rien ne s'effondrait encore, mais la tendance était claire. Le genre de dérive lente qu'on signale lors de nos réunions internes, mais qui n'apparaît jamais dans les médias car ce n'est pas vendeur. Les loyers hors des zones de luxe baissaient depuis 2 ans. La croissance démographique promise pour justifier tous nos nouveaux chantiers n'était tout simplement pas au rendez-vous. Ce n'était pas encore la catastrophe. Mais ces statistiques structurelles nous prouvaient bien que notre modèle global commençait à saturer sous la pression. Puis la pandémie est arrivée et cette lente dérive s'est brutalement accélérée sous nos yeux. L'exode massif des expatriés durant le Covid-19 n'a pas touché que nous. Mais chez nous, l'impact fut bien plus violent car la quasi-totalité de notre population est d'origine étrangère. On estime qu'entre 88 et 92% de nos résidents sont des ressortissants étrangers. Quand les emplois et les salaires ont disparu, rien ne les retenait ici. Il n'y avait aucun attachement culturel. Alors, ils ont fait leur bagage et sont rentrés chez eux. Et les appartements qu'ils louaient ne se sont pas remplis à nouveau aussi vite que nos patrons voulaient le faire croire. Nos chiffres pour 2020 et 2021 étaient alarmants, même en tenant compte de la crise mondiale. Les estimations variaient, mais nos analyses internes indiquaient que Dubaï avait perdu entre 8 et 10% de ses habitants au plus fort de la crise.
Pour nous qui avions conçu des infrastructures géantes calibrées pour une croissance infinie, l'impact sur l'occupation de nos quartiers périphériques a été extrêmement lourd. Des tours occupées à 60% sont tombées à 30%. Certaines déjà peu remplies sont devenues ce que nous, professionnels, appelons des coquilles totalement vides. C'est là que le sable cesse d'être une simple image. Sans notre entretien rigoureux au quotidien, la reconquête du désert se fait à une vitesse affolante. C'est ultra rapide. Le vent souffle, les dunes se déplacent. On le voit là où nos chantiers ont le plus mordu sur le désert vierge. On parle de zones entières où nous avions tracé les routes et posé les réseaux de distribution avant que les chantiers de logement ne s'arrêtent brusquement. Le désert a commencé à grignoter nos chantiers. Pas de façon spectaculaire comme au cinéma, mais avec cette patience lente et inexorable propre au sable. Le sable comble nos chantiers, recouvre les surfaces, effaçant la limite entre nos projets finis et l'inachevé. Il y a un quartier que mes collègues et les investisseurs appellent le couloir fantôme. Ce n'est pas officiel. Ce terme s'est propagé sur les forums d'expatriés qui suivaient nos chantiers au ralenti, loin des communiqués de presse officiels. Il désigne une zone entre nos deux secteurs phares où nous avons livré des tours résidentielles entre 2010 et 2014. Vendus sur plan à des acheteurs internationaux puis bloqués à cause de leur profil et de défaillances de gestion chez nos syndics de copropriété. Et l'effondrement de la demande locative requise pour nos calculs. Nos immeubles ont plongé dans un vide juridique empêchant tout entretien de nos équipes. Nos immeubles ne sont pas totalement à l'abandon. Le taux d'occupation est faible. Nos boutiques au rez-de-chaussée restent vides et les espaces verts prévus n'ont jamais été aménagés. Quant aux voies d'accès que nous avons tracées sans les finir, elles subissent aujourd'hui un phénomène fascinant. Le sable s'y infiltre doucement, constamment. Si vous quittez nos bureaux de vente pour venir sur place, vous le verrez de vos propres yeux. Et ce n'est pas un cas isolé. Nos ingénieurs structures, nos analystes et nos résidents de longue date, qui observent ces quartiers depuis des années, le confirment. Ils décrivent tous un phénomène sur nos chantiers périphériques qui relève d'une vraie tendance et non d'une simple anomalie. Quand la densité chute sous notre seuil de maintenance rentable près du désert sauvage, l'invasion du sable dans nos structures s'accélère à vue d'œil. Rien de romantique ou d'apocalyptique, c'est simplement l'ingénierie, le climat et l'économie qui s'allient pour déjouer tous les budgets de nos plans initiaux. C'est le moment où notre direction générale intervient généralement pour opposer un tout autre discours. On nous dit que l'investissement grimpe, que nos nouveaux visas attirent du monde, que nos zones premium performent et que le luxe explose. Tout cela est vrai. Le secteur du luxe où nous opérons reste extrêmement solide. Les grandes fortunes de Russie, d'Inde, de Chine et d'Europe se ruent sur nos propriétés haut de gamme. Maintenant, nos chiffres officiels à un niveau très respectable. Mais regardez nos rapports de plus près, car ces statistiques globales masquent un problème de répartition qui change toute l'histoire. Quand nos analystes d'ici disent que l'immobilier grimpe, ils décrivent seulement les 15 à 20% les plus chers du marché. Nos tours de prestige, nos villas en bord de mer et nos chantiers proches des vitrines historiques de la ville. Ce qu'ils passent sous silence, c'est la réalité de nos projets de milieu de gamme et de périphérie qui forment pourtant le gros de notre parc immobilier. Ces secteurs-là ne décollent pas. Dans bien des cas, ils ne s'en remettent pas. Le fossé se creuse de jour en jour entre nos projets de grand luxe et nos chantiers plus modestes. C'est là, dans nos gammes moyennes et basses, que le vide s'installe, que nos budgets d'entretien fondent et que le sable s'invite. Tout ce que nous observons sur le terrain, nos zones désertes, les syndics en faillite, ce fameux couloir fantôme et ses dures leçons. Sur le lien entre la fuite des investisseurs et le délabrement de nos structures. Loin des clichés de notre skyline, j'ai rassemblé toutes nos données de terrain dans une analyse complète appelée l'illusion de Dubaï. Vous trouverez le lien dans la description et vous pouvez aussi scanner le code à l'écran dès maintenant pour y accéder directement. Mais restez avec moi car le dernier élément de notre dossier est celui que même nos analystes les plus pessimistes n'ont pas anticipé. Il montre ce qui se passe quand l'un de nos grands chantiers d'infrastructure se heurte à nos taux d'inoccupation réels, bousculant tout notre calendrier. Voici la réalité que nous cachons soigneusement dans nos brochures d'investissement glacées. Nous faisons face à un problème d'approvisionnement en eau lié à nos chantiers. Un engrenage sans issue évidente. Notre réseau doit dessaler presque toute notre eau. Un procédé gourmand en énergie et hors de prix qui dépend entièrement des factures payées par nos résidents et nos commerces pour financer notre réseau. Quand l'occupation chute dans un secteur, le coût unitaire d'entretien de nos réseaux d'eau et d'électricité s'envole. Nos gestionnaires réduisent alors nos budgets d'entretien pour compenser. Conséquence directe,
l'état physique de nos bâtiments se détériore encore plus vite. Nos immeubles perdent leur attrait pour les nouveaux locataires. Et quand l'attrait baisse, nos taux d'occupation s'effondrent à nouveau. Le piège se referme. Mes confrères urbanistes appellent cela un cercle vicieux. Détroit en a été la victime historique en Occident, tout comme Cleveland ou Baltimore. Dans nos bureaux à Dubaï, le déclencheur est différent. Ce n'est pas la désindustrialisation. C'est la fragilité d'une métropole que nous avons bâtie sur le strass plutôt que sur des bases solides, mais la logique reste identique. Passer un certain seuil d'inoccupation, financer la réhabilitation d'un secteur nous coûte plus cher que de l'abandonner pour concentrer nos investissements ailleurs. L'abandonner revient à laisser le désert achever ce que les investisseurs ont commencé. Certes, l'argument opposé est de taille et nous le respectons car notre ville a prouvé sa capacité historique à se réinventer envers et contre tout. Nous avons surmonté la crise de 2009, la correction immobilière de 2015 à 2016 et notre Expo 2020 a créé un véritable élan. Nos autorités ont prouvé à maintes reprises leur capacité à intervenir pour stopper cette spirale avant qu'elle ne nous condamne. Nos nouveaux visas dorés de retraite ou pour indépendants tentent de diversifier notre clientèle pour rompre avec la dépendance aux seuls expatriés de grands groupes. Ce n'est pas rien, et cela compte, mais ces mesures traitent nos symptômes, le manque de résidents à long terme, plutôt que la cause profonde de notre crise. Le fait est qu'on a construit cette ville à une vitesse et une échelle qui ont dépassé la demande réelle. On peut toujours inventer de nouveaux visas pour pousser les gens à rester plus longtemps. Mais on ne peut pas fabriquer l'attraction culturelle et sociale qui donne envie de rester, peu importe les conditions économiques. Cela prend des générations. Notre Dubaï moderne a tout juste 50 ans. Ces générations, nous ne les avons pas encore. À la place, on livre une course effrénée entre deux forces massives qui avancent en sens inverse. D'un côté, nos chantiers permanents pour attirer de nouveaux profils, diversifier nos revenus et transformer les expatriés de passage en habitants profondément ancrés. De l'autre, la dure réalité de nos structures qui vieillissent plus vite que nos services d'entretien ne peuvent suivre. Des quartiers entiers qui se vident et ce désert qui nous entoure, qui a tout son temps et n'a jamais perdu contre nos ambitions. Les tours que nous avons construites aux limites extrêmes du désert ne s'attendaient pas à être mises à l'épreuve ainsi. On les a bâties sur l'illusion d'une croissance infinie. Toujours plus d'investissements de spectacles, toujours plus haut, toujours plus loin dans le sable. On pensait que la ville s'étendrait pour occuper l'espace avant que la nature ne reprenne ses droits. Nos chantiers attendent encore. Le sable, lui, n'attend plus. Et quand je me tiens au bord de ces zones fantômes l'après-midi face au vent et au soleil brûlant, la ligne d'horizon derrière moi ressemble en tout point aux brochures. Une lumière parfaite, une ambition folle, un peu de solitude. Mais sous mes pieds, le sol raconte une toute autre histoire. Le genre de récit qu'on cache aux investisseurs, celui qui s'écrit déjà grain de sable par grain de sable, loin des regards. Les villes qui durent ne sont pas celles qu'on construit le plus vite, ce sont celles assez habitées pour ne laisser aucune prise au désert. Nous avons coulé le béton, mais nous cherchons encore l'humain. Et là où nos caméras ne filment pas, le sable gagne du terrain. Si vous voulez comprendre comment nos villes sortent de terre, dépassent leurs limites et se fissurent depuis les bords, abonnez-vous. Nous allons continuer à vous raconter ces coulisses.